Eh bien, bonjour à tous, hein, merci à tous d'être venus pour ce Meetup Élastique 87, dans lequel je vais pouvoir vous parler un petit peu de RUM, de ROM, et d'APM élastique à mettre dans votre application. Alors, en deux mots, je me présente, hein, je m'appelle Thomas Chiatti, je suis architecte solution chez Sedona, que j'ai rejoint il y a à peu près 9 ans maintenant. Et pour cette société, je travaille notamment sur Elastic, hein, je suis référent Elastic sur le sujet. Donc voilà, aujourd'hui on va parler RUM, on va parler APM, on va parler élastique. C'est normal, on est en meetup élastique. Alors, pour le coup aujourd'hui, on va commencer par revoir un petit peu qu'est-ce que c'est rapidement l'APM, c'est quoi les acteurs principaux. Euh, et parmi ces acteurs, évidemment, on va parler d'Elastic APM. Et on terminera par le RUM, le tout étant accompagné d'une démo, histoire de vous montrer un petit peu la facilité de mise en place de la chose, puis de voir en direct en fait les différents impacts de ce que nous allons faire. Donc on va commencer tout de suite avec l'APM. Alors quelques mots, hein. Qu'est-ce que l'APM? C'est quoi les significations de cet acronyme? Vous en retrouvez deux en général, c'est l'application Performance Monitoring ou l'application Performance Management. L'idée, ça va être de superviser ou de gérer vos performances applicatives. Qu'est-ce qu'on va essayer de mesurer? On va mesurer des choses comme toute la partie infrastructure, mais aussi les applications, que ce soit du back-end, du front-end. En fait, on peut instrumenter beaucoup de choses. On va le voir ensemble. Alors pourquoi est-ce qu'on cherche à faire de l'APM? En règle générale, ça va être la possibilité de pouvoir répondre à deux questions très simples. C'est est-ce que votre application ou votre site est fonctionnel et ou performant? Et dans le cas où ce n'est pas, c'est pas le cas, hein, c'est en panne ou que vous avez des lenteurs ou des problèmes de performance, pourquoi? Donc, grâce à l'APM, vous allez pouvoir optimiser votre application, votre site, en offrant une meilleure expérience utilisateur ou en réduisant les coûts, parce que typiquement, vous allez vous rendre compte que vous consommez beaucoup moins que ce que vous pensiez, donc vous allez pouvoir downsizer, etc. Et ça va passer par la résolution de problèmes de performance, hein. Vous allez pouvoir identifier spécifiquement quels sont les goulots d'étranglement, les points critiques dans votre application. Et ça va aussi faciliter la résolution d'erreurs, puisque surtout si vous avez de la corrélation de log en même temps, vous allez pouvoir identifier plus rapidement à quel endroit se situe le problème. Donc comment ça fonctionne? En général, ça passe par l'installation d'un agent. Cet agent, il va s'occuper de récolter et puis d'envoyer ces données collectées à un serveur, alors on-premise, un service SaaS, ça dépend un petit peu des solutions. Et vous allez prendre ces données collectées, vous allez les afficher et les exploiter dans une interface dédiée qui va généralement s'accompagner de fonctionnalités supplémentaires, par exemple des alertes ou du machine learning, de l'assistance IA, comme on a vu il y a quelques instants. Voilà, ça ne va pas juste se résumer à ça, hein. Ça fait quelques temps maintenant qu'on a des solutions d'APM qui existent, donc les fonctionnalités offertes sont un peu plus élevées. Alors pour les acteurs principaux, j'ai commencé par faire le plus simple, hein. J'ai pris le Gartner et j'ai regardé qu'est-ce qu'il proposait. Et en termes de podium, on retrouve trois grands acteurs, hein. Dynatrace, qui est un peu le leader, on va dire, sur le sujet, qui offre du SaaS ou du on-premise, mais qui n'a pas de palier gratuit. C'est-à-dire que vous avez 15 jours d'essai, mais au-delà de ces 15 jours, vous êtes cuit, vous allez devoir payer. Datadog, même chose, en version SaaS uniquement, mais vous n'avez pas de palier gratuit, hein. Vous allez avoir, je crois que c'est 15 jours ou un mois d'essai, mais même chose, vous allez être obligé très rapidement de devoir passer à la caisse, hein. Après, c'est normal, il y a un service rendu. Euh, Vous avez New Relic, qui est un petit peu le challenger entre guillemets, qui offre un service en SaaS uniquement, mais qui a la particularité d'avoir un modèle de pricing différent qui ne se base pas sur uniquement sur le nombre d'utilisateurs ou sur le nombre de nœuds, etc. que vous allez traiter. Ça va se baser sur la quantité de données qui va être traitée. Et vous avez un palier gratuit qui se monte à 100 gigas traités. Donc, c'est respectable, hein, mais il faut se rendre compte que 100 gigas, ça peut aller très vite, hein. Donc c'est bien pour démarrer. Si vous avez une petite structure, une petite application, ça peut faire le travail. Mais voilà. Alors, pour l'information, le graphe que je vous mets là, ça vient du blog de New Relic, hein. Donc forcément, c'est légèrement biaisé. Mais globalement, ce qui est intéressant, c'est que vous avez sur leur site un white paper au niveau des modèles de pricing qui est assez intéressant. Et vous avez accès en fait à tous les chiffres qu'ils ont utilisés pour construire ces graphes. Et donc, vous pouvez tout à fait, de votre côté, par rapport à votre besoin, pouvoir quantifier à peu près combien ça va se montrer. L'idée derrière ça, c'est de vous montrer que l'utilisation de l'APM, ça a quand même un certain coût. Et dans le graphe du Gartner, on retrouve dans les visionnaires Elastic, hein, la stack Elastic avec Elastic APM. Et en fait, l'idée qu'on a eue, nous, souvent, quand on a eu le cas d'avoir un besoin en APM, on s'est dit, on a déjà un cluster Elasticsearch qui est déployé. Le coût d'opportunité
il est quasiment nul. Tant qu'à faire, autant utiliser ce qu'on a déjà mis en place et voyons ce qu'on peut arriver à en tirer comme information. Et la chance qu'on a, c'est que les fonctionnalités principales sur la stack élastique sont gratuites. Après, vous avez évidemment tout ce qui va être IA, machine learning, qui va avoir un modèle de pricing différent. On va dire que pour les choses dont vous avez besoin sur la base, ça fera très bien l'affaire. Et ces agents qui sont proposés par Stack Elastic, ils vont pouvoir être exploités après derrière dans Kibana, que vous connaissez peut-être, qui est l'UI qui est associé à Elasticsearch. Donc si on s'intéresse un petit peu plus près à Elastic APM, donc la solution de la Stack Elastic, elle s'architecture autour de 4 composants. Vous allez avoir Elasticsearch, un cluster Elasticsearch, évidemment, puisque vous allez y stocker vos données. Vous allez avoir Kibana qui va servir à l'exploitation de ces données et aussi à la configuration. Vous avez vos agents APM que vous allez utiliser pour instrumenter. Là, dans le graphe, on a 3 cas, du Java, du Go, du Python. Il y a plein d'autres agents qui existent. Et enfin, vous avez l'intégration APM élastique que vous voyez déployer là dans un agent élastique. Je vais revenir plus spécifiquement sur cette partie-là après. On va juste voir ensemble quels sont les agents APM disponibles. Alors, comme vous voyez, on a tous les classiques, tous les grands langages. On va retrouver Java, PHP, .NET, un agent Node et vous voyez un agent JavaScript avec Chrome entre parenthèses et on va en parler aussi après. Je vais faire un petit aparté pour parler de Fleet. Parce que alors, pour la partie APM, avant, vous aviez besoin, alors c'est revenu sur la 8.10 dans la documentation, c'est revenu un petit peu plus en avant, vous aviez besoin dans la version Legacy de déployer un APM serveur à part, qui était comment s'appelle, un binaire à part, qui était vraiment une application spécifique. Maintenant, ce qui est poussé au niveau de la documentation, je pense, et côté élastique, c'est plus d'utiliser Fleet, mais il y a des cas d'utilisation où il vaut mieux utiliser Fleet, d'autres cas où il vaut mieux utiliser le APM serveur. Là, vous pouvez vous référer à la documentation, il y a même un chart, comment on appelle ça déjà, un chart décisionnel qui vous permet de voir dans quel cas vous vous situez. Et en fait, Fleet, ça sert à quoi? Ça sert à centraliser la gestion des agents, que ce soit pour l'APM, les logs, la collection de métriques, etc. Voilà, vous allez pouvoir centraliser la gestion de vos agents, que ce soit pour l'APM, pour les logs, pour la centralisation des logs, pour la collection de métriques. Et en fait, ça va passer par la création de policies, des agent policies, politique d'agent. Je ne suis pas sûr que le seul terme consacré, je ne sais pas comment le traduire exactement. Cette configuration, en fait, vous allez la définir et après, vous allez pouvoir l'appliquer à un ou plusieurs agents. Et ça va spécifier et configurer quelles intégrations vous voulez appliquer, intégrer dans cet agent. Il faut savoir que sur un autre, vous ne pouvez avoir qu'un seul agent élastique déployé. Et après, en fait, tout ce que vous allez vouloir lui faire faire, vous allez lui faire passer par ces configurations. Vos agents, en fait, qui sont associés, ils vont poler, en fait, votre serveur Fleet et ils vont vérifier si la configuration a été mise à jour. Si c'est le cas, ils vont se mettre à jour automatiquement. L'idée générale derrière ça étant d'essayer d'éviter les interventions humaines pour avoir que ce soit fait manuellement à l'ancienne ou via des outils comme Ansible ou autres. Là, au moins, c'est automatique, vous n'avez rien à faire, c'est magique. Donc, c'est là que ça devient intéressant et que le serpent se mord la queue. C'est que pour faire fonctionner Fleet, vous avez besoin d'un Fleet server qui est lui-même un agent élastique, qui va être démarré avec l'intégration Fleet server. Donc c'est démarré à partir de l'artefact d'un agent élastique comme les autres, sauf que celui il va être désigné comme étant Fleet server, il y a une configuration à lui passer. Cette configuration, vous pouvez la faire d'ailleurs via Kibana, il vaut mieux, c'est quand même plus sympa. Et en fait, après, le fonctionnement va être celui qui est décrit au niveau de cette architecture, c'est-à-dire que vous allez vous définir votre politique, votre policy d'agent dans Kibana. Vous allez déployer un agent quelque part. Cette politique, elle va être stockée dans Elasticsearch et le Fleet Server, si vous lui définissez au niveau de votre Kibana que tel agent doit utiliser telle politique, lui, il va récupérer ça, il va récupérer au niveau du Fleet Server, ah, j'ai besoin d'appliquer ça, hop, il va appliquer directement les intégrations qui ont été définies dans les politiques. Donc c'est pas forcément évident au début, vous verrez dans notre démonstration, on a fait en sorte que le Fleet Server soit démarré en même temps que le reste des dépendances. Comme ça c'est fait. Je vous invite d'ailleurs à, si vous avez besoin de le faire en local, à vous baser sur ce Docker Compose parce que c'est pas trivial à faire. Les configurations, elles sont pas simples, donc là vous le prenez, vous récupérez ça, vous êtes tranquille normalement. Alors, on va pouvoir revenir sur le quatrième composant de la stack élastique, c'est l'intégration Elastic APM que vous allez devoir du coup déployer sur un agent élastique, dans notre cas via Fleet. C'est cette intégration APM en fait qui va être responsable de la validation, de la réception, de la validation, du traitement des données qui sont collectées par les autres agents. Et pour ça, ça nécessite Elastic et Kibana en version 7.12+.
Avant, c'était l'ancienne version, l'ancien fonctionnement avec l'APM serveur, etc. Et enfin, le dernier, on va dire, maillon de la chaîne, une fois qu'on s'en est servi déjà pour la configuration, ça va être l'exploitation. Et donc pour ça, vous allez passer par Kibana. Vous avez une partie, une section Observability. Et dans cette section, vous allez avoir une partie APM dans laquelle on va retrouver différents menus que je vais vous présenter rapidement après pendant la démo. Alors cette démo, pour rester dans le jeu de mots, on a fait une application de gestion de ROM. J'ai mis à profit des collègues qui avaient besoin de travailler un petit peu, de se faire la main sur SvelteKit. Je les remercie. Donc on a fait ça avec un Docker Compose en local. On n'a rien d'exceptionnel. On a un cluster avec un seul nœud, un MariaDB, le serveur Fleet, comme je vous ai dit, qui est démarré automatiquement avec tout ce qu'il faut en termes de configuration pour être reconnu comme étant un serveur Fleet. On a Kibana aussi, évidemment. Et on va avoir donc un front en SvelteKit qu'on appellera Awesome Front et une application back qu'on va voir aussi rapidement en Spring Boot sur laquelle on va mettre en place cet agent APM en quelques clics. Donc là, c'est la fin de la partie démo. On est prêt. On va commencer. Et je vais devoir sortir du mode présentation, sinon ça ne marchera pas. Donc je vais devoir arrêter le diaporama malheureusement. Parce que ça ne fonctionne pas. Alors, est-ce qu'on voit bien sur l'écran? Ça va, vous voyez bien? Alors, tac, 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 pour vous montrer rapidement ce qu'il y a dans le projet. Alors tout ça est disponible sur GitHub, si vous avez besoin justement de récupérer les configurations, etc. Donc on n'a pas des choses très très complexes, on a un back, un front, le Docker avec la configuration, je vais vous la montrer rapidement, dans laquelle on va retrouver, oh là, petit artefact, hop là. Donc on a notre boot, on a notre Maria, notre Elasticsearch, un Kibana, et vous voyez le Fleet Server, et vous voyez que dans l'image, on part bien d'un Elastic Agent. Donc c'est vraiment un agent comme les autres, c'est juste qu'il est configuré comme étant un Fleet Server. C'est juste qu'en termes de certificats, etc., c'est un peu compliqué vu que vous êtes obligé pour pouvoir utiliser Fleet d'activer la sécurité dans XPack. Donc du coup, pour pas avoir de problème avec certificat auto-signé, etc., vous êtes obligé de vous galérer un peu dans Docker, donc je vous invite à réutiliser ça, sachant que pour ça, je me suis basé sur quelque chose que j'ai trouvé au fin fond des repositories élastiques, mais c'est juste que c'est pas forcément très facile à trouver, donc autant le prendre là, vous l'aurez sous la main. On va regarder rapidement l'application back, il n'y a rien d'exceptionnel. On va avoir un petit modèle de ROM, une petite entité ROM. Hop là. On va retrouver un repository, un contrôleur, un service. Le contrôleur, c'est un CRUD comme on les aime, avec un put, un post, un search évidemment, parce que tant qu'à faire, un Elasticsearch derrière, donc autant l'utiliser. On a mis un petit Hibernate Search pour faire le lien. Voilà, rien de très très complexe. On va démarrer tout ça, on va redémarrer tout ça même. Oh là là, c'est bien énorme. Bon, je pense que là vous voyez, je pense. Il n'y a pas de souci. Voilà, c'est démarré. J'ai laissé ce log là, mais j'aurais dû le décommenter, mais c'est pas grave. C'est pas gênant. Et donc, on va recharger ça. Et normalement, on est bon, ça fonctionne. Touc, touc, touc. Donc là, vous voyez que la recherche, alors c'est très simple. La recherche, vous voyez, il n'y a pas d'ASCII folding. Donc typiquement, c'est sensible aux accents. On est gentil, elle est insensible à la casse quand même. C'est quand même le minimum, on se respecte. Voilà, on peut aller voir un ROM, voir le détail d'un ROM. On peut l'éditer, on va lui mettre 70 degrés parce qu'on est des bonhommes. Hop là, tac, tac, voilà, on se balade un petit peu. On a notre Kibana à côté. Je vais recharger quand même pour vérifier que c'est bien lui, qu'il est toujours vivant, voilà. Et on a une section observabilité, on peut la voir là, hop. Et dans cette section observabilité, vous avez une partie APM qui est ici. Donc si vous allez dans le service, vous verrez qu'on n'a rien. Donc maintenant, l'idée, ça va être comment instrumenter ce service. Alors, vous avez des agents, on a vu pour plusieurs langages. L'agent Java, vous pouvez l'instrumenter avec la JVM, le flag Java Agent, classique. Ça marche très bien, il n'y a aucun souci. C'est pas ce qu'on a fait dans cette démo parce que le problème qu'il y a, c'est que si je fais ça et que je me fais ma petite configuration IntelliJ, pour que les gens puissent réutiliser, il faut que je la commit. Il y a des gens qui n'auront peut-être pas IntelliJ, qui auront Eclipse, ce ne sera pas forcément reconnu. Donc j'ai pris une autre partie, c'est qu'il y a une autre façon d'utiliser le Java Agent et de le rattacher, c'est de le faire programmatiquement. Et donc pour ça, on va aller, donc j'ai fait un petit listener, on va repasser quand même en plein écran parce que sinon c'est pas très lisible. J'ai fait un listener qui attend le startup event de mon application.
hop, et on le fait programmatiquement. Alors c'est pas compliqué hein, pour le coup, vous allez voir, hein. On a une configuration à définir avec une map et un Elastic APM Attacher. Donc là, notre configuration, elle est relativement simple. On peut aller plus loin, mais là, on part avec une configuration de base. On va définir le nom de notre service. Donc là, on va l'appeler AwesomeBack. C'est comme ça qu'on le reconnaîtra dans l'interface. On a les application packages qui nous permettent de dire ce qu'on veut surveiller. La serveur URL, là, on parle de l'URL de votre serveur Fleet, hein, sur laquelle il va devoir envoyer les données collectées. Ça, c'est juste pour pas avoir de problème par rapport au certificat auto-signé. Et ça, c'est pour que ce soit un petit peu plus lisible. C'est-à-dire que là, vous allez vraiment avoir, au niveau de votre interface, vous allez avoir les verbes HTTP, les chemins HTTP de votre API REST. C'est quand même plus sympa pour lire que ce qu'on a sinon, c'est pas génial. Et donc, cet Elastic APM Attacher, hein, c'est tout simple. Hein, c'est une dépendance hein, que vous allez devoir ajouter. Donc là, on est dans du Maven. Voilà, vous avez une petite dépendance APM agent attache et vous pouvez le faire. Mais bon, logiquement, vous n'allez pas le faire comme ça. Vous allez passer par les options de votre JVM, Java Agent, ou passer des paramètres en Java Args et puis c'est réglé, quoi. Donc, tout ça, c'est décommenté. On va redémarrer notre application. Et normalement, on devrait voir dans les logs des choses assez intéressantes. Alors, c'est un peu gros, donc on ne les voit pas très bien. Est-ce qu'on peut réduire un petit peu ou pas? Voilà, là, on commence à avoir des choses intéressantes. Donc, vous voyez, ça démarre. Et vous voyez qu'au démarrage, on voit les informations qu'on a configurées pour notre Java Agent. Donc à partir de là, normalement, sans qu'on ait rien eu de plus à faire, hein, il n'y a aucun autre code, hein, et encore là on a mis du code parce que je vous ai expliqué les raisons pour lesquelles je l'ai fait, mais sans rien faire, hein, on va faire un petit peu, voilà, on va éditer, on va lui remettre les 70 degrés parce que on aime l'alcool fort. Par contre, on va monter peut-être un peu le prix parce qu'il ne faut pas déconner. Ça coûte cher le rhum, hein. On va revenir, on va faire une petite recherche. Voilà, on va remettre un coup de vieux. Le VO peut-être, voilà, histoire de faire quelques requêtes. Et si on va voir dans Service, on va voir apparaître normalement, voilà, AwesomeBack, qui est bien identifié comme étant un service remonté par l'agence Java. Et si on clique là-dedans, on va voir nos transactions. Donc là, par exemple, on voit qu'on a fait un put sur notre ROM. Donc typiquement, c'est quand j'ai fait mon édition. On descend là-dedans. Et vous allez retrouver plein d'informations, hein. Je ne vais pas avoir forcément le temps de revenir sur toutes les informations une par une, mais on va regarder un petit peu ce qui est intéressant au niveau de la timeline. C'est qu'on va voir donc qu'on a fait notre action, hein, qu'on a renvoyé un 200, et on va voir son interaction en fait avec les différents composants derrière, hein. Donc là, on a le AwesomeBack, mais on a aussi notre MariaDB et notre Elasticsearch. Et là où c'est intéressant aussi, c'est que si vous cliquez là-dessus, vous allez avoir la requête qui est exécutée. Donc ça, pour débugger, ça peut être intéressant. Vous n'avez pas forcément le paramètre. Bon, là, en l'occurrence, vu que c'est un put avec l'ID dans l'URL, vous savez que votre ID, ça va être 1. Mais on va dire que sur des requêtes un peu plus compliquées, ce ne sera pas forcément le cas. Et on a même, normalement, alors là, c'est un post. On va aller voir un autre type de trace. On va aller voir un search, par exemple. Si vous allez voir votre search, logiquement, si vous cliquez sur votre span, vous allez voir, voilà, typiquement, là, c'est quand j'ai commencé à taper vieux. Vous voyez la requête qui a été passée à Elasticsearch, elle est aussi disponible. Donc ça vous permet quand même d'aller assez loin. Là, oui, on a eu 17, hein, donc on peut regarder. Hein, et à chaque fois, on va retrouver, je pense, voilà, au fur et à mesure que je le tape, on va retomber sur les différents cas. Intéressant aussi, vous allez avoir une service map qui va être générée automatiquement, qui va vous montrer les liens entre vos différents objets. Donc là, en l'occurrence, on n'a qu'un service pour l'instant, et il tape sur un Elasticsearch et un MariaDB, donc il n'y a rien de très compliqué. Mais il faut s'imaginer que si vous avez des microservices et que vous avez vos différents services qui sont instrumentés, il va vous générer en fait les différentes dépendances, les différentes liaisons qu'il y a entre vos différents services. Vous pouvez aussi accéder à vos dépendances directement par là, hein, ça vous permettra de voir ça. Là, vous avez des informations très basiques, hein, mais vous avez quand même en fait, les informations vues de l'extérieur de la base de données, puisqu'on n'a pas installé d'agent dessus, hein. C'est juste... qu'est-ce qu'on peut voir aussi rapidement, et après je vais avancer. Là, quand on est sur un service Java, votre agent Java, automatiquement, il va récupérer les informations en lien avec la JVM. Donc typiquement, vous allez récupérer les classiques, hein, les tailles de heap, vous allez récupérer les threads, les GC, etc., automatiquement. Donc tout ça, vous avez vu, ça nous a pris pas grand-chose, hein, en termes de travail, et on y accède directement dans notre Kibana. Alors, hop, je vais avancer sur la suite et on va repasser en mode présentation. Tac. Alors, maintenant le rhume. Parce que là, on a vu une partie côté back, mais on aimerait bien voir un peu ce que c'est le rhume, qu'est-ce que c'est pour le front.
Alors, le RUM, c'est un acronyme pour Real User Monitoring. L'idée, ça va être de suivre vos interactions utilisateurs avec son navigateur web. Donc là, on va vraiment être sur l'expérience utilisateur réelle. Là, ce qu'on avait comme vision, c'était la vision du point de vue de notre serveur back quand il reçoit ses requêtes. Mais typiquement, si vous avez la requête qui a pris, je ne sais pas moi, 2,5 secondes, ça ne veut pas dire que votre utilisateur, ça a mis 2,5 secondes, parce que lui, il a le temps de rendu, le temps d'appel, etc. Donc, euh, l'avantage qu'on va avoir comme pour l'APM, ça va vous permettre d'identifier des goulots d'étranglement au niveau des perfs, hein. Vous allez avoir une meilleure connaissance aussi des utilisateurs parce qu'en plus des informations de base, on va aussi récupérer les informations qu'on va tirer du user agent. Donc on va savoir quelle plateforme il utilise, quel appareil, quel navigateur, etc. Vous allez aussi pouvoir avoir une meilleure idée du parcours de votre utilisateur parce que vous pouvez identifier euh, quel élément a été cliqué. Donc typiquement, si vous cliquez sur tel bouton et que vous avez bien nommé votre bouton, vous lui avez bien mis les bons attributs, bah, normalement vous saurez qu'il a cliqué sur le bouton Edit. Et si vous avez plusieurs boutons qui permettent de faire la même chose, bah, vous verrez lequel votre utilisateur utilise en priorité. C'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Et vous avez des mesures objectives pour le suivi des SLA, parce que là vous avez vraiment le temps complet du rendu navigateur, etc., avec la requête, etc. Alors, pour faire du RUM avec Elastic APM, on a vu plus haut, on a un agent APM JavaScript. Je mets ce petit nota bene, il doit être activé côté APM intégration. C'est le cas par défaut, mais si jamais vous avez commencé à jouer un peu avec la configuration de votre intégration APM et que vous avez décoché ça, vous n'aurez rien. Donc c'est tout bête, hein, Enable Room. Bon. Je vous préviens parce que ça m'est arrivé. Donc c'est que ça peut arriver aux autres. Après, c'est tout simple, hein, c'est une dépendance à installer dans votre application et que vous initialisez un petit peu de la même manière que ce qu'on a fait dans notre code Java, mais cette fois côté JavaScript. Donc, on en parlera un petit peu après aussi rapidement, mais ça c'est dans le cas JavaScript basique. Après, il y a des intégrations pour les gros frameworks React, Angular, Vue, je crois. Je ne sais pas si on a eu des nouvelles depuis, mais bon. Donc là, si on revient sur la démo, on va retrouver exactement la même architecture, à ceci près qu'on va rajouter notre agent RUM côté front. Donc on va rien toucher à part le front. Donc là, de notre côté, hop, tac, tac, on va aller dans notre front. Non, on va éviter de déplacer des choses, sinon ça va pas bien se passer. C'est un front SvelteKit très simple, hein, il n'y a rien de fou. Et nous, on l'a mis dans le layout. Hop. Donc là, vous voyez, on retrouve le code que je vous avais mis. On va tout décommenter à deux choses près. Hop. Tac, tac, et tac. Donc là, vous voyez, on retrouve un init APM, le service. Donc là, cette fois, vu qu'on est côté front, on va l'appeler awesomefront pour pouvoir l'identifier comme il faut. On retrouve l'URL de notre serveur APM. Vous pouvez définir des choses, alors je ne l'ai pas fait côté back, mais on peut le faire aussi, il n'y a pas de souci. La version de votre service, l'environnement sur lequel vous êtes, etc. Et juste en faisant ça, et comme je suis pas du tout, j'ai zéro confiance dans le terminal, donc je vais le tuer et je vais le recommencer. Parce que j'ai pas envie d'avoir d'effet démo. Hop, on va retourner sur notre RUM Manager. Il va se recharger. On va recharger, mais on va forcer. Et puis on va cliquer un peu, on va refaire un petit edit. Cette fois, comme j'ai pas redémarré le bac, j'ai toujours mes 70 degrés, donc ça va. On va baisser un peu le prix parce que ça part pas trop bien. Un peu cher, faut pas déconner non plus. On va refaire une recherche. Voilà, on va l'éditer en partant de là, au lieu de passer de l'autre bouton. Voilà, on va descendre le degré d'alcoolémie aussi. Voilà. Et là, donc maintenant, si on regarde du côté d'Elastic APM, du côté Kibana, on va voir apparaître notre deuxième service, le awesomefront. Donc là, même chose, hein, on va retrouver des transactions. Et là, si on va voir, donc là, vous avez la même chose, hein, je ne vais pas m'attarder là-dessus, hein, vous avez les latences, le taux de transaction raté, etc., etc. Là, au niveau de vos transactions, vous avez vraiment, vous voyez, votre awesomefront, votre transaction complète, hein, votre requête HTTP, et vous avez les différents éléments qui constituent en fait le temps de traitement de cette transaction. Et parmi ces éléments, vous voyez qu'on a une recherche là, par exemple, sur localhost 8081 RAM search. Donc nous, on sait à notre niveau que ça, c'est notre back. Si on va dans notre map, qui est générée, on voit que notre front, il dialogue avec notre back, mais qu'il n'est pas reconnu comme le back. Donc c'est un peu dommage. Donc pour ça, en fait, et c'est pour ça que j'ai triché et j'ai pas tout activé, on va passer en Shift F12, vous allez devoir activer deux informations, enfin deux configurations en plus. Donc on va activer ce qu'on appelle du distributed tracing.
En fait, ça, vous avez un standard qui existe pour ça, W3C, et vous avez des headers qui sont passés dans les requêtes et qui vont contenir un ID de transaction. Et vous allez pouvoir passer ça, par exemple, si vous avez ça qui est activé, vous avez des microservices qui ça va passer dans 14 services. En fait, ils vont tous faire passer ces headers pour qu'à la fin, vous, au niveau de votre service d'APM, vous sachiez que toutes ces transactions, toutes ces requêtes, toutes ces méthodes qui ont été appelées, elles sont toutes liées en fait à un seul appel au début. Et donc ça c'est quand même bien pratique. Ça passe aussi par l'activation de ce propagate trace state. Et vous pouvez le visualiser facilement avec un inspecter quand vous allez dans l'onglet Network. Si je clique par exemple là-dessus, vous allez voir là, ouais, vous voyez ma requête, mon fetch. Avant mon fetch, j'ai eu un preflight. Et dans ce preflight, si tu veux bien me l'ouvrir. Non, j'ai pas le droit, si. Voilà, hop. Si on regarde dans ce preflight, on voit que dans mes request headers, vous voyez, on a access control request headers et on a trace parent et trace state. Et donc ça, notre réponse header, il va répondre bien sûr, je les accepte. Et à partir de là, mes requêtes, quand elles vont partir, elles vont contenir des headers en plus, le trace parent et le trace state. Et c'est ça qui va permettre, normalement, maintenant qu'on va refaire un peu des modifications, hein, on va l'éditer une dernière fois, on va monter à 50, on va dire que c'est plus du VO. Voilà, c'est juste du vieux. On va le sauvegarder. On va revenir, on va faire une recherche ou deux. Voilà. Hop, VO. Ah bah il n'y a plus de VO. Vieux. Hop, ça marche mieux comme ça. Et maintenant, si on retourne là et qu'on recharge, donc on aura toujours notre service au SOMFront au SOPBACK. On va aller dans les traces d'ailleurs parce que j'ai absolument pas confiance dans les 15 dernières minutes. On va prendre la dernière minute parce que sinon, évidemment, il va me garder ce qu'il y avait avant. Donc là, vous voyez que quand on va dans les traces, on a vraiment tous les clics. Donc si votre clic, votre span, il n'a pas de nom, bah, vous allez avoir 14 transactions différentes qui vont s'appeler click span, vous n'allez pas aller très loin. Donc déjà, ça incite à mettre une bonne pratique, à essayer de nommer les choses, comme ça pour vous y retrouver. Parce que là, typiquement, vous avez votre input, on voit que quand j'ai fait un clic dans mon search input, voilà, je me suis retrouvé. Pareil, là j'ai un clic sur un bouton, ça ne me sert à rien. Je pense que dans n'importe quel site, vous allez avoir un certain nombre de boutons, donc normalement, vous n'allez pas en trouver beaucoup. Vous allez en retrouver beaucoup, pardon. On va aller là-dessus, tiens, typiquement. Et là, normalement, voilà. Là, vous voyez, on part de notre clic sur le search input, on descend sur notre RAM search et il a fait le lien avec notre back. Il sait que c'est rattaché au back. Et derrière, on voit même la requête qui a été déclenchée côté Elasticsearch. Donc là, on va vraiment dans le détail. On sait que sur le clic de tel bouton, ça a déclenché telle requête dans la BDD, telle requête dans Elasticsearch, etc., etc. Et là, on est sur une architecture très simple, quoi. On a un front, un back. Mais si vous commencez à avoir plusieurs services qui dialoguent entre eux, ça commence à être intéressant de savoir tout ce qui a été déclenché par une seule action. Et donc là, du coup, pour identifier, comme on disait, les points un peu critiques, les goulots d'étranglement, c'est quand même bien pratique. Si on retourne sur notre service map, merci, on va mettre 3 minutes, parce que évidemment, voilà, c'est quand même mieux. Là, vous voyez que automatiquement, Elasticsearch, quand il génère la service map, il a fait le lien entre le front, le back, Elastic et MariaDB. Voilà. Donc c'est quand même bien plus utilisable comme ça que ce qu'on a vu juste avant. Donc après, c'est pas adapté à tous les cas. Vous n'êtes pas forcément obligé de faire distributed tracing dans tous les cas, mais en l'occurrence, dans ce genre de cas, c'est quand même bien pratique. Et voire plus si c'est un petit peu plus compliqué. Et c'est tout pour la démo. Donc si vous voulez aller plus loin, il faut savoir que vous pouvez définir vous-même des transactions ou des spans personnalisés, c'est-à-dire que vous pouvez programmatiquement démarrer, dire voilà par exemple, ça m'intéresse de savoir, de définir un span pour, je sais pas moi, dans le côté back, à un moment on parse du JSON, à un autre moment on va faire appel à telle chose, etc. Mais qui va pas forcément être visible, qui va être juste vu comme un seul span au niveau de votre interface. Vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Il faut savoir qu'Elastic APM est compatible avec OpenTelemetry, donc si vous avez des choses qui envoient qui dialogue en OTLP, tout ça, il n'y a pas de souci, c'est supporté. Et je l'ai dit un peu plus tôt, côté RUM, vous avez des intégrations spécifiques pour React, AngularVue, pour ne pas avoir à faire ce que j'ai fait à la main. Vous avez les infos dans la documentation là-dessus, il n'y a pas de problème. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez des gros impacts sur les performances, parce que vous mettez ça sur votre prod et que vous voulez savoir les choses, vous n'êtes pas obligé de parser 100% des requêtes, de sampler 100% des requêtes. Vous pouvez réduire, peut-être descendre à 25% des requêtes,
à analyser qu'une requête sur 4, ça vous réduira un peu la charge. De la même manière, vous pouvez désactiver certaines instrumentations histoire de limiter un peu l'impact. Et si jamais le sujet vous intéresse, hein, le sujet APM vous intéresse, vous avez le Meetup ElastiqueFR numéro 82 qui parlait alors plus de la corrélation avec les logs. J'ai pas eu le temps là aujourd'hui, on était un peu en speed, un peu en retard, donc j'ai pas eu le temps de rentrer là-dessus. Mais en gros, après, vous pouvez avoir accès aux logs qui sont liés à vos traces. Donc du coup, là, on va encore plus loin dans l'identification de vos problèmes et c'est vraiment pratique. Donc je vous invite aussi à regarder ce Meetup, cette retransmission de Meetup, parce qu'elle est vraiment intéressante et dans la lignée de ce sujet. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, merci.